Je vais donc laisser la parole à Christelle Depienne, hein, qui travaille à Essen en Allemagne, qui a longtemps travaillé, entre autres à la Pitié-Salpêtrière, et qui va nous faire une présentation sur diagnostiquer les maladies génétiques à expansion non codante, l'exemple de l'épilepsie myoclonique familiale. Christelle, c'est à toi. Merci à la Fondation Maladies Rares de m'avoir proposé de faire cette présentation. Vous allez voir, c'est un projet qui nous a tenus en haleine pendant plusieurs années. Donc l'idée, c'était d'identifier la cause génétique de l'épilepsie myoclonique adulte familiale. C'est un projet que j'ai commencé en 2006 et ça nous a donné la possibilité de retomber sur des expansions non codantes, introniques, comme vous allez voir. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'épilepsie myoclonique adulte familiale? C'est une maladie autosomique dominante qui a été décrite d'abord au Japon dans les années 90 et qui a été décrite dans les années qui ont suivi sous différents acronymes. Donc moi, j'utiliserai dans cette présentation l'acronyme FAME pour reprendre familial adulte myoclonique épilepsie qui a été proposé par nos collègues australiens. Donc, ça a été reconnu à partir de 2005 comme en fait une même entité, même si ça a été décrit par plusieurs équipes, qui est caractérisée cliniquement par un tremblement d'allure myoclonique d'origine corticale, qu'on appelle aussi un myoclonisme. Et la plupart des patients, alors dans la littérature, c'est au moins 50% des patients, mais dans notre expérience, c'est en fait presque quasiment tous les patients vont développer une épilepsie sous forme de crise généralisée tonico-clonique. C'est une maladie de l'adulte, avec un âge moyen autour de 30 ans, mais avec vraiment un âge de début qui peut varier énormément entre 10 et 60 ans et peut-être même plus, avec une pénétrance incomplète. Il est censé être rare, mais probablement c'est sous-diagnostiqué. Il y a une centaine de familles qui sont décrites maintenant dans la littérature. Et donc, historiquement, il y a eu des analyses de liaison faites dans les années 90-2000 qui ont identifié plusieurs loci, au moins 4, sur les chromosomes 8q24, et c'était lié à un effet fondateur au Japon et en Chine. Un locus d'origine italienne dans la région de Napoli, qui est lié dans la région péricentromérique du chromosome 2, un locus qu'on a décrit sur le chromosome 5 et au moins un locus sur le chromosome 3. Et donc, comme j'ai dit, on a commencé ce projet en 2006, donc on a eu la chance de pouvoir avoir accès à ces grandes familles qui ont été vues par Pierre Labauge et Éloi Magnin et qui étaient liées à deux régions différentes du génome. La région péricentromérique du chromosome 2 qui a été décrite dans des familles italiennes et qui était assez grande du fait de sa région autour du centre-mère, et une région sur le chromosome 5 qui était un petit peu plus réduite, qui comprenait 47 gènes. Donc, on a bénéficié de 3 financements successifs de la Fondation Maladies Rares, que je remercie énormément pour avoir soutenu ce projet en dépit des différents résultats négatifs. Donc, la première fois, on a envisagé un séquençage des séquences codantes des gènes contenus dans les intervalles. Puis rapidement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas suffire, donc on a séquencé les régions codantes, non codantes des deux intervalles, donc en 2009-2010. Et puis plus récemment, on avait séquencé l'ensemble du génome, combiné à des analyses RNA-seq chez 3 atteints et 1 sein de chaque famille. Et malheureusement, donc ces différentes approches n'ont pas permis d'identifier une mutation causale, et en particulier absolument aucun gène dérégulé dans les intervalles dans des lymphocytes, et aucune gène avec des anomalies de l'épissage. Et donc, ce qui a débloqué la situation, c'est la publication de nos collègues japonais qui, eux, grâce à la grande quantité de familles qu'ils avaient au Japon, ont réduit l'intervalle candidat sur le chromosome 8 à un seul gène, comme vous voyez ici. Donc, ils ont pu réduire vraiment à ce tout petit endroit du gène SAMD12, qui contenait juste une partie d'un exon et d'un intron. Et en étudiant tout ce qui n'était pas couvert, ils ont montré qu'en fait, il y avait une région qui ségrégeait de manière non mendélienne. Et tout de suite, ils ont pensé à une expansion. Et donc, ils ont pu confirmer la présence de cette expansion, qui est composée de 2 motifs différents. Un motif 4TA, qui est le motif qui est présent au locus, et un motif 3TCA, qui correspond à une insertion et qui est probablement le motif pathogène à ce locus-là, comme vous allez le voir. Donc, ils ont confirmé par Rapid Prime PCR, et ils ont aussi calculé la taille par Thousand Blot. Et donc, c'est des expansions qui sont comprises entre 4 et 7, 8 kb à peu près.
Et donc, sachant que c'était une expansion, ça a été beaucoup plus simple. Donc, on a fait la recherche d'expansion grâce à un outil qui s'appelait Expansion Hunter, qui avait été développé juste au moment où en fait, ces résultats ont été publiés. Et donc, on a eu, grâce aux données de génome qui avaient été générées, on a pu identifier les mêmes expansions. Donc, sur le chromosome 2 dans STARD-D7, sur le chromosome 5 dans MARCH6, qui est devenu MARCH-F6 depuis. Et donc, vous voyez ici les résultats de Expansion Hunter, qui n'est pas très spécifique, mais on peut voir que le motif 3-TCA, donc ça c'est le motif inverse qui est calculé par le logiciel, est spécifiquement retrouvé ici chez les atteints de cette famille, sur le chromosome 2, et ici chez les atteints de cette famille sur le chromosome 5. Et donc c'est vraiment la partie spécifique qui est vue par Expansion Hunter. Alors, nous aussi, on a évidemment confirmé ces expansions par repeat prime PCR. Donc voilà, vous voyez donc cette technique pour le gène MARCH-F6. On a fait deux tests. Un test qui confirmait la partie 4TA ici, et un test qui confirmait le 3-TCA ici. Et donc vous voyez ces expansions avec ces patterns en densité qui sont caractéristiques de cette PCS avec 3 PCR, avec 3 primers, dont un qui se situe dans l'expansion. Et donc, on avait pu collecter avec toutes ces années pas mal de familles qu'on a analysées par repeat prime PCR. Et donc, on a pu voir que 4 familles, finalement, étaient avec une expansion sur le chromosome 5, donc dans MARCH F6. 3 familles avaient une expansion sur le chromosome 2 dans STARS-D7. Et on a encore des familles qui sont sans expansion, ou aussi connues, des petites familles. Donc voilà, puis peut-être d'autres sites d'expansion qui restent à trouver. Alors évidemment, quand on trouve des expansions, les problèmes commencent, j'ai envie de dire, même si c'était pas très facile avant, puisqu'on veut savoir quelle est la taille et quelle est la structure, et c'est pas une tâche très très facile. Et donc nous, on a utilisé deux techniques pour essayer de caractériser ces expansions. La première, c'est le séquençage nanopore, qu'on a fait donc des séquençages de génome entier à faible couverture, parce que ça reste une technique qui est chère. Et donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un séquençage qui permet de lire des molécules uniques de très grande taille, au moins supérieures à 10-100 kb. Et donc, ça permet d'obtenir des patterns, en fait, puisque l'ADN passe dans le pore, et ce qui est détecté, c'est un courant électrique qui est ensuite traduit en séquence. Et ici, vous voyez en fait les données brutes, donc c'est le courant électrique qui est détecté. Et on a utilisé un outil qui s'appelle nanosatellite pour essayer de voir le nombre d'oscillations qui correspond aussi au nombre de répétitions. Et donc, on a vu que le nombre de répétitions se situait, donc, comprenant le 3TA et le 4TA et le 3TCA, environ 800 à 1000 répétitions. Ça, c'est la séquence, en fait. C'est une représentation schématique de les séquences qui ont été traduites en motifs. Et donc, ici, vous avez en jaune les 4TA, et ici en rouge les 3-TCA. Donc vous voyez les petits trous correspondent à des motifs qui sont inexacts, et donc on ne savait pas avec cette technique si c'était des erreurs de séquençage ou si c'était des problèmes, vraiment des interruptions dans la séquence. Et ici, vous voyez 4 rides qui correspondent au même individu, et on voyait une certaine variabilité. Donc on a voulu utiliser une autre technique pour caractériser ces expansions, qui s'appelle le peignage moléculaire. Donc c'est une technique assez simple qui date déjà de plusieurs années, et c'est la société Genomic Vision qui la commercialise. Donc on obtient un prélèvement frais de sang, et on extrait l'ADN, les fibres d'ADN sur des blocs d'agarose, et ensuite on peigne en fait les fibres sur une petite lame, et on va faire une fiche, une hybridation in situ, et on avait créé des sondes qui marquaient la région de l'expansion, donc en bleu d'un côté, en vert de l'autre, et on marquait aussi l'expansion elle-même, le motif 3-TCA en rouge avec un oligo. Et donc, chez les contrôles, on voit la partie bleue et la partie verte comme attendu, sans jamais voir de rouge. Et c'est absolument ce qu'on voit chez des patients avec l'expansion, avec la partie rouge qui correspond à l'expansion. Et donc, vous voyez la variabilité d'un patient à l'autre. Alors, on a eu la surprise, quand on a étudié c'est des molécules uniques, de voir en fait qu'on avait une variabilité extraordinaire dans le sang d'un même individu. Et donc, vous voyez cette variabilité ici chez le cas index de cette famille. Donc, vous voyez le motif, l'allèle normal ici, donc on le voit à 50%. Et vous voyez ici tous les allèles
avec l'expansion qu'on a pu détecter, donc certains sans TTCA, d'autres avec des TTCA très très grands, et puis d'autres avec des interruptions. Et on a même observé des réarrangements, donc normalement le rouge doit se situer entre le bleu et le vert, et vous voyez que ici le rouge se situe à un autre endroit, et on voyait d'autres réarrangements qui sont toujours uniques et qui correspondent à des cassures, certainement du fait que l'expansion crée un cycle fragile. Et donc ces réarrangements surviennent d'autant plus fréquemment que l'expansion est grande, ce qui est tout à fait attendu, puisque plus l'expansion est grande, plus elle est instable. Donc on a utilisé ces données pour faire des corrélations génotype-phénotype, et on a pu établir que la taille de l'expansion était inversement corrélée à l'âge de début des crises d'épilepsie, et que cet effet était vraiment lié à la longueur de la partie 3-TCA, ce qui est conforme au fait que ce motif est pathogène. On n'a pas pu observer d'autres types de corrélations, en particulier avec les autres motifs 4TA. Et pour finir, donc je vous ai dit au départ qu'on avait fait un RNA sec, on n'avait pas pu voir de dérégulation du gène MARCHF6 ou STARD7. Et donc on a confirmé par qPCR qu'effectivement, ni dans le sang, ni dans les fibroblastes de patients par rapport à des contrôles, on avait d'augmentation ou dérégulation du gène. Et on a même vraiment regardé cette partie où se situe l'expansion, et on n'a pas pu voir d'accumulation d'ARN ni dans le sang, ni dans les fibroblastes, alors que MARCHF6 est vraiment bien exprimé dans ces tissus. Alors, pour conclure, donc, le FAME, l'épilepsie myoclonique familiale, est une maladie qu'on pensait être génétiquement hétérogène, mais qui finalement est assez homogène, et qui est causée par cette même expansion de motifs 4TA, 3TCA dans des gènes différents sur différents chromosomes. Et puisque ces gènes, en fait, codent pour des protéines qui n'ont rien à voir, on pense aujourd'hui que c'est l'expansion elle-même qui est pathogène, et que le gène est seulement un récipient pour exprimer cette expansion. Donc, on ne sait pas encore les mécanismes qui mènent à cette épilepsie. On essaye de les étudier actuellement. La taille de ces expansions est grande, elle varie de 4 à 12 kb en moyenne, donc plus que 800 à 1000 répétitions. Ces expansions sont instables et sont associées à des réarrangements génomiques aussi de l'expansion, probablement d'une fragilité lorsque l'allèle est expandue. Et donc, possiblement, donc c'est à confirmer, le mécanisme pourrait être lié à une toxicité ARN et à une séquestration de protéines par l'ARN expandu, comme dans la dystrophie myoclonique, même si ça reste à vérifier. Et donc, le message de ma présentation, c'est aussi que si vous avez des grandes familles dans lesquelles vous avez fait exogénome mais que vous n'avez rien trouvé, pensez surtout à vérifier les expansions qui sont très difficilement détectées par séquençage short read, beaucoup plus par séquençage long read. Et je vous invite à lire la revue qu'on a écrite avec Jean-Louis Mandel et qui a été récemment publiée dans American Journal of Human Genetics. Et donc, je veux remercier, c'est un travail d'équipe sur de très nombreuses années, donc je ne vais pas citer tous les gens qui ont été impliqués, mais de très nombreuses personnes ont été impliquées, en particulier le consortium FAME, qui avait vraiment mis en commun toutes les données des familles non résolues. Et puis, pour n'en citer que quelques-uns, Raël, Delphine, Caroline, Sabine, Julien et Boris qui nous ont aidés, et tous les cliniciens, évidemment, de toutes les familles pendant plusieurs années. Et je vous remercie pour votre attention.